Les gens du Chem. Tout ce passeport que nous a imposé ce terroriste. Nous voyons la pourriture avec le feu. Mon intention est de mourir martyr ici. Vous ne serez pas en sécurité. Partagez les vidéos sur Dawlat al-Islam. والله غالب على أمره. تكبير. تكبير. Ceci est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. De la part de vos frères qui ont immigré, vos frères français. Environ 750 jeunes Français combattent ou ont combattu à un moment donné dans les rangs des djihadistes en Syrie et en Irak. 80 d'entre eux ont déjà trouvé la mort sur place. Malgré cette hécatombe, les candidats au départ semblent toujours aussi nombreux. Ce filon, qui semble inépuisable, trouve sa source sur Internet. La grande majorité des djihadistes occidentaux qui ont franchi le pas se sont radicalisés sur le web. Car aujourd'hui, le djihad est à la portée de n'importe qui. Il suffit de quelques clics pour tomber par exemple sur ce genre de contenu. Des vidéos postées sur Facebook ou Twitter par ceux qui sont déjà partis. Internet est une aide pédagogique qui aide des individus à convaincre leurs recrues. Comme dans le temps, c'était bêtement la cassette vidéo qui se vendait soit sous le manteau, mais soit tout à fait ouvertement dans différentes foires où on voyait les combats en Afghanistan contre les soviétiques. Donc, cette aide pédagogique était déjà existante. Mais là, la diffusion, bien sûr, est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante et beaucoup plus facile d'accès. Mais là, ça explique que des milliers de personnes aient été un petit peu, entre guillemets, contaminées. Internet est l'objet mondialisé par essence. Il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion d'espace. Aujourd'hui, Internet permet tout de suite d'avoir un discours virtuel. Il y a une exaltation de groupe qui se fait très vite, où chacun se sent le même que l'autre, sans s'être jamais rencontré, et où ils ont l'impression vraiment d'être dans une famille de substitution qui devient plus importante que leur vraie famille, très rapidement. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a vu des jeunes se laisser embrigader par Internet dans un petit village du Sud, n'avoir jamais vu un musulman de sa vie, n'avoir jamais mis les pieds dans une mosquée de sa vie, et être pourtant en fusion avec les autres. Il ne suffit pas d'allumer son ordinateur, mais c'est chercher des sites musulmans, peut-être exprimer une certaine forme de solidarité avec la cause palestinienne, avec la mort de civils musulmanes partout dans le monde, et on est vite repéré. Les recrutements de djihadistes locaux, comme nous en avons connu en France, au départ, se passaient dans des mosquées, dans des salles de sport aussi, qui étaient des points extrêmement intéressants, et étaient faites par des imams autoproclamés qui, donc d'homme à homme, transmettaient leur message. Ça existe toujours, les recruteurs physiques, mais on constate que de plus en plus, effectivement, l'accès au djihad s'est fait par Internet. Les rabatteurs envoient des gens qui peuvent être un séducteur, une séductrice aussi, qui peuvent être un groupe d'amis. Donc, si vous voulez, les modes d'approche sont différents. Il y a des choses vraiment bien pensées, il y a d'autres choses qui sont le fruit du hasard. Mais c'est rarement le jeune lui-même qui va chercher le réseau terroriste. C'est bien le réseau terroriste qui, par des manières différenciées, prend contact avec le plus de jeunes possible.
Notre recherche a montré que, par exemple, toutes nos filles avaient un seul point commun. Elles avaient affiché sur leur Facebook qu'elles voulaient faire un métier altruiste. Je veux être infirmière, assistante sociale, je cherche un camp humanitaire, je veux changer la société, l'améliorer, la rendre plus juste. C'était leur seul point commun. Et donc, on en a déduit qu'il y avait des chasseurs de tête qui repéraient par des mots-clés ce type de profil. Effectivement, il y a cette dimension de mise en contact de personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés, entre guillemets, dans la vraie vie, s'il n'y avait pas eu ces réseaux, et qui, par cette facilité qu'offrent certaines grandes plateformes, réussissent à discuter, et puis, au fil des discussions, élaborent un projet qui peut être plus ou moins radical. La force de Daesh, le soi-disant État islamique en Syrie et en Irak, c'est de savoir capter l'attention des jeunes, directement, sans passer par les versets du Coran. Juste par l'image, la plus spectaculaire possible. Les vidéos sont vraiment, reflètent vraiment la culture de notre dernière génération de jeunes. Je crois qu'on est dans cet univers d'images. C'est un prêt à consommer, rapide, efficace, qui a réponse à tout dans un monde où ils ont besoin de repères stricts. Et du coup, ça vient les rassurer. C'est aussi le propre de cet embrigadement par l'image, c'est que très vite on veut ressembler à celui qui est sur l'image, qui a l'air tout puissant, qui a l'air sans problème, qui a l'air au-dessus des misères du monde. Et donc on va être dans la répétition. Et là, évidemment, la perte du cerveau, l'utilisation de la technique de la dérive sectaire se met en place. Lénine le disait, l'art le plus important pour la révolution, c'est le cinéma. Les vidéos djihadistes sont vraiment le vecteur de la propagande le plus important, le plus émotif. C'est pour ça que l'État islamique a beaucoup recours à ces vidéos. Et différents types de vidéos, des vidéos courtes, des vidéos plus longues, donc bien mises en scène, la fameuse vidéo Flames of War, qui est mise en scène très hollywoodienne, des ralentis, enfin il y a une vraie science de la mise en scène. Et des vidéos plus courtes, que ce soit des vidéos de décapitation, ou des vidéos d'assassinat, ou encore des vidéos de vie quotidienne. Une image bien mise en scène a beaucoup plus de poids que n'importe quel texte, aussi fin, aussi brillant soit-il. Les effets des films, les ralentis maintenant, la musique qui va avec, c'est vraiment digne de séries américaines qui passent régulièrement et qui plaisent tellement à ces jeunes. Sur le nombre de vidéos produites dans la première décennie des années 2000, ça augmente vraiment de manière exponentielle. Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, il y a tout un effort qui est fait dans l'élaboration de vidéos avec des vraies boîtes de production. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une agence, un département média, donc l'agence s'appelle Alayat Media Center. C'est un département qui est consacré à la communication. Et il y a derrière des têtes pensantes, des communicants aguerris aux méthodes de communication occidentales et qui ont réussi à utiliser ces codes et à les incorporer dans la stratégie globale de l'État islamique. Lancée il y a moins d'un an par des djihadistes allemands en Syrie, cette sorte d'agence de presse terroriste a réussi à faire de l'État islamique une marque connue dans le monde entier. Elle a même son propre logo, comme une vraie chaîne de télé. Ce logo ressemble pas uniquement au logo de la maison de production d'Al-Qaïda, aujourd'hui un peu en rivalité. Ces logos dorés, c'est vraiment un peu la charte de couleur d'Al Jazeera, donc la grande chaîne d'information arabe. On veut démontrer qu'on est très chiite, qu'on maîtrise le code de la communication arabe, qui est un peu un autre symbolisme que les Européens. Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, discourait pendant des heures, les yeux rivés sur la caméra. Seuls les plus motivés pouvaient suivre. Une erreur stratégique à l'heure de YouTube et des séries américaines. Al-Qaïda a pris du retard en fait dans la maîtrise des outils parce qu'ils sont restés sur un vieux schéma qui était le schéma de propagande, à la fois via des vidéos de prêche
qui ne sont pas sans impact, mais qui ont un impact moindre que ce que fait l'État islamique, qui ont compris qu'il fallait jouer avec des codes qui aussi touchent plus fortement les jeunes. Sur Internet, ces productions haute définition inondent les réseaux sociaux. À l'audimat de la terreur, les djihadistes visent l'audience la plus large possible. La propagande djihadiste cible principalement cette jeunesse qui est dans un terreau favorable à une radicalisation. Cette radicalisation qui, bien sûr, est provoquée par un certain nombre de facteurs qui sont d'abord affectifs, qui sont socio-économiques, éducatifs, scolaires, et puis tout simplement liés à un problème d'intégration, d'émancipation dans la société. Ce sont des gens qui sont à la marge, totalement désociabilisés. Et donc ils ont besoin de se venger de la société. Et l'opportunité qu'on va leur apporter à travers ce discours et ces propagandes djihadistes va être propice à justement assouvir cette envie de vengeance de la société qui les a rejetés. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a créé un khilafa islamien, bi'idnillah. On est en train d'appliquer la loi d'Allah. Aussi, je voudrais aussi conseiller à mes frères et sœurs. Pendant longtemps, la cible des djihadistes était d'abord des jeunes qu'on appelait un petit peu sans père ni repère. Des jeunes fragilisés au niveau social, familial, qui manquaient d'espoir social. C'est le profil type. C'est les frères Kouachi, c'est Mera, qui n'ont pas intégré les limites non plus, qui ont souvent eu un père déchu ou absent ou mort. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le discours djihadiste arrive à toucher des profils très différents. Des jeunes qui habitent le 16e arrondissement, qui habitent des petits villages à la campagne. Donc, on a justement un élargissement des cibles. Donc la première cible quand même de l'État islamique, c'est le musulman. On sait que par exemple pour les Français, environ 20% de Français qui sont partis faire le djihad sont convertis, ce qui est quand même énorme. Même quand la personne embrigadée s'appelle Mohamed, elle provient souvent d'une famille soit athée, soit agnostique, soit non pratiquante, soit pratiquant traditionnellement, mais pas plus intéressé que ça sur le savoir, pas avec une grande transmission. C'est-à-dire que les terroristes ont quand même bien compris qu'effectivement, au moins ils savent, mieux ce sera facile de leur donner leur kit à croire dans leur nouveau cerveau. Mais à l'intérieur, évidemment, de cette communauté très large, l'État islamique vise un public plutôt jeune, qui peut être un peu influençable, qui peut être aussi un petit peu fébrile, en quête d'aventure, en quête de sensations fortes, peut-être même de sentiments guerriers. Enfin, il y a tout ça qui se mêle. D'un autre côté, leur communication cible aussi les non-croyants, l'Occident en général, et les vidéos violentes qui quand même sont la mise en scène de meurtres d'otages occidentaux. Elle a aussi un message à l'Occident pour dire voilà ce qui vous attend. Et là encore, l'idée c'est de souder les partisans de l'État islamique autour de cette vision assez binaire du monde, les Occidentaux, les hypocrites entre guillemets, et puis les vrais musulmans, ceux qui vont rejoindre l'État islamique. Il y a une cible occidentale ennemie, et il s'agit effectivement de les terroriser, soit pour les provoquer et les inciter à venir sur place, éventuellement tomber dans un piège par une intervention militaire massive dans un pays moyen-oriental, soit au contraire pour les dissuader d'intervenir en disant « si vous venez chez nous, on vous tuera tous ». Donc un phénomène de terreur vis-à-vis des adversaires, phénomène de terreur vis-à-vis des populations ensuite, particulièrement dans le cas de Daesh, qui, à la différence d'Al-Qaïda, canal historique, contrôle des populations. Au jour d'aujourd'hui, on estime à peu près à 8 millions ces populations qu'ils ont à gérer à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. Et donc, il faut que ces populations, elles craignent pour leur sécurité si jamais elles veulent se rebeller. Les troupes djihadistes ont besoin de séduire toujours plus de nouvelles recrues. Ils savent parfaitement adapter leur discours à l'ère du temps.
Je parle de mutation du discours terroriste. Il ne propose plus seulement, comme dans l'ancien temps, la vengeance de ceux qui sont opprimés dans le monde. Il ne propose plus simplement la toute-puissance, se mettre à la place de Dieu, mais il propose d'autres, il manipule d'autres notions. Et sur Internet, il propose comme un drive-in où chacun peut choisir et intérioriser sa propre raison d'aller là-bas. Et puis c'est une fois sur place que les jeunes s'aperçoivent de la réalité. Certains évoquaient des motivations humanitaires, mais ils évoquaient de bonne foi. Petit à petit, le message évolue. Les recruteurs passent de l'aide aux enfants syriens à l'étape suivante, la lutte armée contre le régime du dictateur Bachar al-Assad. Regardez-moi ce chien-là. Allah. Regardez-moi ce kelb. ما ينعل ابوك الكلب يا ابوك الكلب يا الكلب. Il y a eu un concours de circonstances qui fait que, 1, Bachar a gazé son peuple, 2, on n'est pas intervenu en tant que communauté internationale, et 3, en plus, la Syrie est à 5 minutes de la Turquie, et pour aller en Turquie, c'est 60 € par EasyJet. Le nationalisme est une pourriture. Voilà, nous nettoyons la pourriture avec le feu. Ces mouvances djihadistes rejettent les idéologies occidentales. Et le nationalisme, c'est une idéologie occidentale qui est née au 19e siècle, qui s'est développée. Voilà, regardez qu'est-ce qu'on fait à ce drapeau de chien. Internet, et notamment les images très efficaces, les clips qui circulent, font naître des vocations. Donc j'allais dire, c'est devenu une sorte d'autoroute à deux sens. C'est plus un recrutement top-down, mais c'est plutôt des personnes qui sont sensibilisées à la cause par ce qu'elles voient. Et ensuite, en circulant, en arrivant sur certains groupes, notamment sur Facebook, réussissent à rentrer en contact avec des personnes qui souvent sont déjà sur place en Syrie et en Irak et discutent plus simplement avec des conseils pratiques qui sont donnés pour sauter le pas. Il est obligatoire de se préparer en secret, de faire attention. C'est la trajectoire qu'a suivi un petit caïd des cités de la Côte d'Azur. Un ancien voyou, condamné en France notamment pour tentative de meurtre, il est depuis tombé dans l'islam le plus radical. Originaire du Sénégal, élevé à Nice, Omar Homsen est l'un des rabatteurs les plus efficaces sur Internet. Une grande partie de nos jeunes ont basculé par l'intermédiaire d'Omar Homsen et pas du tout par l'intermédiaire de Daesh. Il n'a jamais été violent. Il ne présente absolument jamais comme Daesh, jamais de choses inhumaines. Au contraire, il la joue musulman. Et il est d'une perversité totale. C'est lui qui a réussi à faire basculer nos 14-21 ans, qui pouvaient être autant des jeunes désœuvrés que des jeunes en 2e année de médecine. Il n'y a que Omar Homsen qui a pu faire basculer des jeunes qui étaient en 2e année de Sciences Po et qui habitaient le 16e arrondissement. Personne d'autre a pu faire basculer ces jeunes-là. Donc il a initié cette mutation du discours terroriste qui mélange le vrai et le faux dans chaque phrase et arrive à utiliser des techniques différentes. Omar Homsen a même créé sa propre marque, 19HH. 19, c'est bien sûr les 19 terroristes de Ben Laden qui ont détruit les tours de Manhattan. Donc c'est une image subliminale. Et HH, qu'il prétend être histoire de l'humanité, c'est bien sûr l'iconographie des tours de Manhattan, parce que ce n'était qu'un début pour lui, et ça ne fait que commencer. Dans ses productions diffusées sur Internet, la falsification de l'histoire rivalise avec les trucages vidéo. Pour ce recruteur français, un seul objectif, détourner toute une frange de la population musulmane de l'islam pacifique. À l'entendre en France, les musulmans seraient brimés, totalement opprimés. Même les imams dans les mosquées seraient sous influence. Ce qui est expliqué dans cette vidéo, c'est que le concept d'islam de France est lui-même une déviance, puisqu'il n'y a qu'un seul islam, c'est l'islam. Et la manière dont est construite cette vidéo de propagande consiste à démontrer que l'islam de France a été créé par Nicolas Sarkozy
mais qu'en fait, l'idée lui a été imposée par le CRIF. Donc c'est une vidéo profondément antisémite qui consiste à montrer que c'est les Juifs de France qui contrôlent le pouvoir et que les Juifs de France, via le pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, cherchent à créer cette notion d'islam de France et qui cherchent à montrer que, dans le fond, les musulmans de France, s'ils veulent vraiment être musulmans, il faut qu'ils s'opposent au pouvoir en place ou alors qu'ils viennent faire le djihad ou à minima qu'ils quittent la terre de mécréance pour venir vivre dans une terre d'islam. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt de hijra, l'émigration. Nous avons décidé de faire la hijra. La hijra qui, depuis longtemps, était dans notre cœur et dans nos envies. On voulait le faire. Celui qui fait le... Pour Omar Homsen, immigrer dans un pays musulman est une obligation sacrée. Elle s'impose à tous les fidèles. Dans son esprit, bien sûr, il s'agit de rallier la ligne de front des djihadistes en Syrie. J'ai pas vu de hadith ni de verset du Coran qui dit qu'on doit faire la hijra. Il y a des versets qui disent que dans le Coran, Dieu va réprimer, reprocher à des gens de ne pas avoir pu adorer Dieu. Mais moi, aujourd'hui en France, qui m'empêche de pratiquer, d'adorer mon Seigneur? Personne. J'ai même des mosquées pour ça. Il y en a 2500 en France. Donc j'ai pas de problème. Donc leur discours, je le démonte. Ça n'a aucun sens. Et donc cela n'est pas prêché par les imams pantins de la République occidentale, qui n'ont pas le droit et le courage de prêcher. Moi, je ne connais pas de savants et d'imams, de vrais imams, qui ont une formation académique dans les universités islamiques du monde, qui aujourd'hui est un chef d'Al-Qaïda, ou de l'AQMI, ou de l'AQPA, ou de Boko Haram, ou de Daesh, ou etc. Ce sont tous des ignorants. Ils ne connaissent rien, et parfois même parmi beaucoup d'entre eux, ont des casiers judiciaires longs comme deux bras. Ce sont des anciens délinquants à qui on dit « Continuez vos actes, vos exactions, mettez-y l'intention de plaire à Dieu, de faire pour la cause d'Allah, et vous n'aurez plus à vous repentir, car vous accomplirez une bonne action. » C'est continuez, excusez-moi l'expression, vos conneries, mais faites-les au nom d'Allah. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est dans l'aberration la plus absurde. Cette aberration est pourtant martelée à longueur de vidéo, parce qu'elle n'a qu'un but, endoctriner ceux qui n'ont pas de vraie culture religieuse. Omar Homsen est un faux savant, mais un authentique manipulateur. Omar Homsen dit aux jeunes, vous allez voir, ils vont tous être jaloux. Les soi-disant savants qui sont achetés, qui sont vendus, les soi-disant imams, ils sont tous jaloux parce que eux, ils sont pas élus. Dieu les a pas élus pour posséder la vérité. Ils ne font pas partie des véridiques comme nous. Donc, ils vont venir semer le doute. Ils vont essayer de venir vous dire, c'est pas le vrai islam ce que dit Omar Homsen, etc. Et quand l'imam, avec une bonne intention, vient parler aux jeunes pour le désembrigader, ça illustre ce que Omar Homsen avait prédit. Donc, le jeune est renforcé dans l'idée que Omar Homsen est tout-puissant. Pour assurer son emprise, le gourou s'est tiré toutes les ficelles de la nouvelle génération. Omar Homsen a eu l'intelligence de reprendre des iconographies et des codes des jeux vidéo avec lesquels notre génération a joué. Il a repris des personnages asexués, où à première vue, vous avez l'impression que c'est une femme voilée dans l'ombre. Et les désembrigadés nous ont dit, mais pas du tout, c'est le personnage d'Assassin's Creed qu'il a repris, regarde, c'est pas du tout une femme. Nous aussi, on se retrouve dans ce personnage. Les garçons, parce qu'ils y jouent quand ils jouent avec leur jeu Assassin's Creed, et les filles, parce qu'on dirait une personne qui a un foulard. Et là, on était complètement effarés. À chaque fois qu'il doit faire un message fort aux jeunes comme ça, tu dois quitter tes parents, tu vas être éprouvé, tout ça. À chaque fois qu'il y a des choses très fortes, il reprend ce personnage-là. Et il a énormément travaillé la rupture familiale, comme n'importe quelle dérive sectaire. C'est-à-dire qu'il dit aux jeunes,
Se séparer des anciens amis, c'est facile. Se séparer de l'école, c'est facile à l'adolescence. Se séparer des activités de loisirs, c'est facile. Mais alors, si vous avez une boule dans le ventre à l'idée de quitter votre maman, n'insistez pas, n'insistez pas. C'est que vous n'êtes pas vraiment élu par Dieu, vous n'êtes pas un être supérieur. Si vraiment vous êtes un vrai véridique, vous pourrez quitter vos parents et aimer des images, des chocs répétitifs, des images envoûtantes. C'est vraiment toutes les techniques des dérives sectaires. Le jeune non seulement pense que tout le monde lui ment, mais rejette ce monde réel. Mais dans quel monde je vis? Et on lui dit, si tes parents travaillent, c'est soit qu'ils sont endormis par les sociétés secrètes, soit qu'ils sont complices. Les professeurs sont tous complices, les médias sont tous complices, ne regardent plus la télévision. Eux ne sont pas endormis par les sociétés secrètes, ce sont leurs bras droits. Donc ils arrivent à les mettre en rupture de tout adulte. Et là, on leur dit, seule une confrontation définitive avec le monde réel pourra le régénérer. Wake up, tu vas te réveiller ou tu vas t'endormir comme eux tous. Et seul l'islam véridique que nous possédons, nous, pas celui en Arabie Saoudite, en Tunisie, en Égypte, en France, en Angleterre, non, le nôtre pourra régénérer le monde. De quel côté te mets-tu ? Tamim, réveille-toi, réveille-toi. T'es pas en France, c'était au Chem. T'es prêt ou quoi? Bismillah, je suis prêt, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des Français. Les Français ici présents en Syrie, Inch'Allah, je vais leur poser des questions en espérant que ça va vous aider. Allez, Bismillah. Aujourd'hui, selon les services de renseignement, entre 10 et 15 Français rejoignent chaque semaine la Syrie et l'Irak, la terre du Cham comme ils l'appellent. Et à peine arrivés, deviennent à leur tour des agents recruteurs. Dans la stratégie même de l'État islamique, il y a cette idée de laisser de l'autonomie à ses membres pour qu'ils puissent chroniquer leur vie, chroniquer leurs exploits et leur quotidien. Il y en a qui a été blessé plusieurs fois, qui a perdu 7 ans, qui a été blessé à la joue. Nous, nous vivons... Au départ, il y avait une stratégie de communication à tout va. Venez écrire la page de l'histoire. Et la volonté était notamment d'inciter au recrutement. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'entrer en contact via des réseaux sociaux grand public avec d'autres jeunes, soit du même quartier, soit beaucoup plus large. En tout cas, de bénéficier de l'expertise linguistique de toutes ces personnes qui arrivaient de différents pays européens, mais pas seulement, et qui pouvaient parler du coup à des jeunes de différentes nationalités, ne comprenant pas l'arabe, par exemple. Et ça a fonctionné. Le frère Abou Youb, Inch'Allah, il va se présenter, il voudra aussi envoyer un petit message aux frères de France. Ils parlent, eux, le langage de la jeunesse européenne, ils parlent banlieue, des trucs comme Allah Akbar, mon frère, c'est cool. Ils parlent exactement la langue d'un jeune français des cités ou des petites villes un peu marginalisées. Donc comme propagandistes, ces Européens, ils ont une valeur très très élevée. GPS, il n'est pas là, je l'ai pas pris avec moi. Puis voilà, quoi, c'est une petite présentation vite fait de la voiture d'un Moudjahid. Donc là, on a la CB, bien sûr, pour les maraqat, des fusils de rechange, gilet pare-balles. On sait jamais, qu'est-ce qui peut arriver. Mon petit Glock, sympa quoi. Je vais vous présenter mon petit bébé M60, Masha'Allah. Fusil d'assaut américain que j'ai pris à un Marines, je l'ai tué et j'ai pris ça à un Marines. C'est le plus petit fusil d'assaut qui est sur le marché, Masha'Allah. Ma voiture très importante, 4x4 Hilux 2 litres 7 V6. Alhamdulillah, l'âme du Moudjahid, Masha'Allah. Donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, assalamu alaikum. L'aventure qui est proposée, et en particulier sur les sites internet, effectivement, est extrêmement motivante. On se voit au volant d'un puissant 4x4, sillonnant le désert, c'est extrêmement tentant. Certains jeunes ont l'impression d'aller mener leur guerre d'Espagne à eux.
C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose d'interdit. Au contraire, ils ont l'impression de faire quelque chose de bien et dans lequel ils se magnifient. On va prendre un cas simple. Une petite bande de banlieue, 3-4 copains en bas d'un HLM, et puis qui vivotent de la drogue, etc. Et puis, bon, ils n'ont pas le moral. Un aîné vient en disant « Qu'est-ce que vous faites de votre vie ? C'est absolument pas intéressant. Moi, je vais vous donner une raison de vivre, et en plus, vous allez vivre un destin qui sera digne de vous. Vous serez reconnu. » On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel, on n'a pas besoin d'être un héros pour franchir le pas. Il suffit d'y croire, il suffit de le vouloir. C'est un effort qu'il faut faire et on peut se mettre sur ce qu'il considère être le sentier d'Allah. C'est un sentier d'Allah qui mélange les codes. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des kalachnikovs, des atrocités, que des boîtes de Nutella. Parce que c'était leur vie. Ils montraient simplement leur vie en Syrie. C'est aussi une manière pour eux de montrer que ce sont des êtres humains, qu'ils ont une vie comme les autres, comme n'importe qui posterait une photo, si vous voulez, avec ses animaux de compagnie ou quoi que ce soit. Et c'est une manière aussi, voilà, de diffuser cette image un peu à contre-courant, mais qui est de dire non, nous ne sommes pas des monstres, nous avons une vie, nous sommes entre nous. Tout ça pour montrer que il y a une vraie vie de communauté à l'intérieur de cet État, une fraternité, et donc c'est un message assez étonnant. Ouais, c'est Allah, il en avait besoin. Allah m'a demandé. Allahu Akbar. La propagande va jusqu'à vanter les parties de rigolade entre copains. De dos. Il va voir le bois, il va voir la planche. Ouais, il est en train de tirer. On va vous arracher. Il est en train de se tirer. Il est en train de tirer. Je retrouve bien dans cet appel que ressentent un certain nombre de jeunes une révolte de génération qui a toujours existé. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Mais dans le temps, on était contre papa qui était bourgeois et donc on était marxiste, voire maoïste. C'était le fin du fin. Mais en réalité, parce qu'on était en révolte contre le père et contre la société. Et bien là, on est en révolte et aussi contre le père, contre la société, contre la religion. Et après, t'appuies sur la détente et tu... Allah Khattabi. Cette stratégie qui paye a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que parfois, des membres vont pécher par inadvertance, vont montrer des endroits qui vont donner des renseignements stratégiques aux forces opposées à l'État islamique. Fin 2014, des consignes ont été données pour moins communiquer sur les réseaux sociaux. Et ce changement de stratégie a été très largement lié en fait, au déclenchement des opérations militaires occidentales, puisque là, les djihadistes sont devenus vraiment des cibles. Et les traces laissées sur les réseaux sociaux pouvaient servir effectivement dans le cadre de ciblage militaire. En Syrie et en Irak, la guerre n'est pas seulement un camp de vacances pour ados turbulents. Le conflit est aussi armé, violent, meurtrier. Il y a le front, le vrai, là où il est question de vie et de mort. Une aventure grandeur nature que l'on doit, malgré les risques, raconter aussi en images. Dans cette guerre, les soldats de fortune doivent équiper leur kalachnikov de caméras embarquées. Je suis là. Hey, m'arrache les tympans.
Après, il faut qu'on fasse quoi là? On va couler le mur et on va le prendre à gauche. À gauche? Ouais. Là maintenant, là, tout de suite là? Ouais, c'est parti. Vise, fils de putain. Donc là, direct, on prend à gauche. Yallah, yallah. Vas-y, occupe-les, occupe-les. Attends, bouge de là. Ça tire. Ouais, bouge de là. Laisse tout le monde tirer un peu. J'ai même pas encore tiré une douille, après. Vas-y. Donc on y aille à deux? Faut qu'il y en ait un qui me couvre. Non, c'est chaud à monter. Vas-y, je te couvre, vas-y. Ah, j'ai plus d'oreilles. تعال. Ça va te calmer, تبردوا أعصابكم. Non, il vise à gauche, il vise à gauche. Ma jambe, ah ma jambe, ah ma jambe, ah ma jambe. La guerre, beaucoup d'apprentis djihadistes ne la connaissaient jusqu'ici qu'à travers les jeux vidéo. Les recruteurs le savent et ils en jouent. Donc là, on a une vidéo qui est en fait une référence très claire et très nette aux jeux vidéo, comme GTA, des jeux de tir à la première personne. Là, encore une fois, bien mise en scène. La technique ici est clairement de s'adresser à un public occidental, jeune, et qui peut en effet faire une certaine confusion entre la réalité et les jeux vidéo. Le jeune qui est sur son ordinateur, confortablement, avec ses jouets, ses anciens nounours, qui se sent en sécurité, passe du jeu vidéo aux vidéos du rabatteur et finalement passe du virtuel au monde réel. On a même retrouvé dans certains ordinateurs des jeunes le même pseudo qu'il avait utilisé dans son jeu vidéo dans sa chambre. On a vu des personnes qui appréciaient ce genre de jeux vidéo ultra-violents, qui jouaient en petits groupes et qui ont décidé de franchir le pas et d'aller éprouver ça en vrai. La propagande terroriste joue sur tous les codes de la jeunesse occidentale. Ja, ihr seid hier in meinem Block, meine Stadt. Desodog, ihr Dreckviecher, Abgefuckte, das ist meine Stadt. Desodog. Même le rap. Pour les djihadistes nouvelle génération, le rappeur passe pour un parfait disciple d'Allah. Desodog, c'est un rappeur allemand, berlinois, d'origine en partie africain, qui s'est converti à l'islam. D'abord, il faisait vraiment de chansons ou de rap plutôt sympas sur le fait que l'islam l'a sauvé de prison, l'islam était sa lumière personnelle. Et peu à peu, il a viré vers le djihadisme. Donc ça a commencé à faire le rap avec des éloges à Osama Ben Laden, à sa mort, et qui s'est radicalisé de plus en plus, et qui finalement aujourd'hui se trouve avec l'État islamique, qui est un des porte-parole les plus efficaces par rapport à la jeunesse, et qui est aussi d'une bêtise affolant de temps en temps. Affolant. Et ce qui est très intéressant avec Desodog, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il voulait principalement devenir célèbre. Peu importe comment. Beaucoup de rappeurs sont devenus de grands propagandistes de djihad, mais surtout parce que le rap, comme forme de musique très vocale et très proche des anachides, donc de chants de guerre, qui est la seule forme de musique autorisée par les djihadistes. Au bout de la route vers le djihad, il y a surtout l'horreur. Une barbarie mise en ligne sur Internet
comme un produit d'appel au meurtre. C'est le cas de ce jeu mortel improvisé au bord de cette nationale traversant le désert. On y voit 3 civils syriens qui vont tomber dans un piège fatal, tendu par l'un des commandants les plus sanguinaires de Daesh. Ils répondent mal. Ils disent tout sauf la bonne réponse. Alors, ils ont mal répondu. Ils ont raté l'examen. Al-Assad, la prière d'après-midi, c'est 4. Et donc là, en disant la mauvaise réponse, donc comment pratiquer ces prières obligatoires de la journée, pour eux, ça les exclut de l'islam. دار عدل قصيرة شغال شغال جايين عباب الله شغال تلفونك بعاشة Regardez, et voilà, ils sont massacrés. Voilà. C'est horrible. Oh là là là. Oh là là. C'est horrible. C'est horrible. Et des versets du Coran derrière, ils n'ont pas honte. Ils mettent du Coran. Combattez-les, Allah par vos mains les châtira, les couvrira d'une nuit. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors que le prophète n'aurait jamais tué quelqu'un qui ne prie pas. Il n'aurait jamais tué. Il aurait appris à faire la prière. Il aurait dit non, c'est 4, c'est ça, voilà. Essaye de la faire maintenant. Mais sans lui imposer. Là, non seulement, c'est plus que d'imposer. C'est que comme tu ne fais pas, je te tue. Quel rapport avec ces pauvres innocents qui ont été massacrés parce qu'ils ne priaient pas? C'est complètement absurde. C'est débaucher le texte religieux à mauvais escient. Voilà, que j'ai pas de mots à dire. Tellement c'est écœurant de voir ça. Simplement écœurant. C'est l'ignorance. L'État islamique n'a pas innové, entre guillemets, à travers l'ultra-violence dans ses vidéos. Déjà, les terroristes tchétchènes, par exemple, utilisaient ces vidéos et les diffusaient. Donc des vidéos de décapitation très violentes, très difficilement soutenables. Donc l'État islamique, en effet, reprend des méthodes qui ne sont pas nouvelles, mais avec une ampleur et une échelle nouvelles. Et c'est une systématisation de l'ultra-violence dans les images et dans les vidéos qui est nouvelle. Efficacité, violence, radicalité, le tout avec des techniques presque cinématographiques. La première chose qui saute aux yeux dans cette vidéo, c'est la mise en scène. L'utilisation de ralenti. Les gros plans sur le visage, notamment des otages. Il y a un mélange d'esthétisme, mais également un mélange d'horreur. Ces horreurs sont également voulues, c'est pour terroriser les adversaires, parce que même les adversaires voient ces vidéos. Il faut voir l'étymologie du terme terrorisme. C'est vraiment insuffler de la terreur. Et donc, quoi de mieux pour insuffler de la terreur que de diffuser des images particulièrement affreuses. Moi, vraiment, ce qui m'a frappé au cours des dernières années avec l'utilisation des réseaux sociaux au grand public, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une sorte d'overdose de Twitter parce que je passais quelques heures dessus et je voyais des décapitations ad nauseam, des amputations, des crucifixions. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que les réseaux sociaux étaient en train de se transformer en encyclopédie de crimes de guerre. Pour les djihadistes du XXIe siècle, le meurtre compte presque moins que les images qui sont tournées du meurtre. Mais ces vidéos ont un pouvoir d'attraction, entre guillemets, presque malsain. Et donc l'État islamique sait qu'avec ce genre de vidéos,
ils ont un public qui va être sensible à cette ultra-violence. Mais aujourd'hui, il me semble vraiment que l'État islamique veut attirer des tueurs pathologiques comme arme très efficace et horrible. Daesh met aujourd'hui en avant sa propre figure de l'ange exterminateur, le trop célèbre Jihadi John. Ce jeune londonien d'origine yéménite à l'accent anglais impeccable a été choisi à dessein pour sidérer le monde occidental. Il est à la manœuvre sur les séquences les plus insoutenables, comme cette exécution de masse de soldats de Bachar al-Assad. Donc ça, c'est vraiment une séquence les plus horribles. Donc il y a un jeune Syrien qui creuse sa propre tombe, qui a probablement encore l'espoir de pouvoir survivre, mais il va être exécuté après qu'il avait creusé sa propre tombe. Donc c'est vraiment des trucs inouïs. Au niveau de la ultra-violence, c'est vraiment une mise en scène pire que tous les films d'horreur quand on va. Wallahi, the fighting has just begun. Je vois mal où l'État islamique peut trouver une justification. Ils ne sont plus dans l'islam du tout, donc ils vont à l'encontre de tout prescrit l'islam. Daesh est complètement inscrit dans la déshumanisation de ses victimes, hein, puisque c'est pas uniquement la sacralisation de la mort, c'est aussi enlever la forme humaine aux victimes et les couper en morceaux pour bien montrer que ce sont l'équivalent de rats ou de serpents, voilà. C'est une manière de dire que pour eux, la rupture est claire, qu'ils ne reconnaissent pas effectivement les systèmes légaux occidentaux. Vous voyez, on est au croisement de projets totalitaires, d'une nouvelle forme de nazisme, de procédés sectaires, de manipulation de religion, de fanatisme, et tout ça mélangé dans une boîte, ça donne Daesh. Et maintenant, comment contrecarrer ce matraquage de l'horreur, cette propagande qui conduit toujours plus de jeunes dans l'impasse terroriste? Est-il vraiment possible de la faire taire? Les parents ont énormément demandé qu'on censure les vidéos, qu'on parasite les communications. Donc ils ont vraiment fait beaucoup d'actions pour que, au moins, on essaye de ne pas leur faciliter la tâche. Qu'au moins, on sait qu'à mesure qu'on ferme, ça renaît ailleurs. On sait que, mais qu'au moins, on leur facilite pas la tâche, qu'au moins, on les parasite dans leur communication et dans cette censure. Les grandes plateformes, les réseaux sociaux ne veulent pas se mettre à la place du gouvernement. Et quand bien même elles le voudraient, elles ne pourraient pas tout contrôler. C'est plusieurs centaines d'heures de vidéos qui sont postées chaque dizaine de minutes sur YouTube. Donc effectivement, s'il fallait contrôler a priori toutes ces vidéos, ce serait un travail impossible. Aujourd'hui, Internet, c'est comme l'air qu'on respire. Quand vous avez une pandémie qui se répand dans une région ou dans le monde, ça n'est pas en envoyant des ventilateurs énormes qui va repousser les vents que vous allez régler le problème. Le travail de censure aura sans doute un effet à court terme, c'est-à-dire permettre d'empêcher un Français d'émigrer vers l'État islamique, mais ça ne réglera pas du tout le problème de fond, le problème fondamental qui est un problème idéologique, qui est qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde en Occident est séduit par le discours de l'État islamique. C'est très grave. Il faut vraiment une mobilisation internationale. Il faut que tout le monde se mobilise contre ce fléau. Pas simplement de manière répressive seulement. Il faut aussi du préventif. Il faut du curatif. Il faut l'empêcher d'appuyer sur le bouton qui va l'inviter, qui va l'encourager à aller dans ce genre de site. Il faut immuniser. Il faut vacciner. Le vrai travail, celui à accomplir, c'est le travail de démystification, de déconstruction de ce qu'est l'État islamique pour montrer que le mythe de l'âge d'or, le retour au califat, ce sont des mots et que derrière, il y a en fait une organisation mafieuse qui s'arroge des richesses, qui s'adonne à des pillages. Tout cet aspect de l'État islamique, il faut le dévoiler. Aligner des faits, du réel, pour contrer le discours de la haine. Ouvrir les yeux de tous sur l'entreprise criminelle qui embrase la Syrie et l'Irak. Les défis, ils sont immenses. Et il faut réagir vite,
Parce que là-bas, les djihadistes préparent déjà la génération suivante.